Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que j'ai co-créé en 2009, le 15 septembre pour être exact, et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et d'éviter ainsi de perdre du temps. J'ai également mon propre site, rudykoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais aussi des formations en fonction de sa morphoanatomie, c'est-à-dire de vos longueurs osseuses, de vos longueurs musculaires, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation Superphysique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudykoya.com. Aussi, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé, dont de nombreux compléments sont bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je suis avec Clément Goudin, que vous connaissez peut-être pour avoir gagné 5 années de suite les Superphysique Games. Pratiquant de force athlétique et notamment champion de France en 2019, il coach depuis quelques années dans le milieu et c'est vers lui que je renvoie toutes les personnes qui ont un objectif en force athlétique. Vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram CLTGD1 où il partage ses entraînements presque au jour le jour. Allez, c'est parti. Salut Clément, comment ça va ce soir? Eh ben écoute, ça va bien Rudy et toi? Bah écoute, ça va bien. J'ai fait une belle séance de cuisses tout à l'heure avant d'aller courir. Alors je sais pas si ça t'arrive des fois d'aller courir après avoir fait les cuisses. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Et je peux dire que les 5 premières minutes c'était assez horrible. Euh, pas, pas juste après, mais des fois, en général, ce que je faisais le mardi, donc j'avais une bonne séance le. Après moi les cuisses, pas les cuisses, je fais du squat, du terre, des choses comme ça. J'ai pas vraiment une séance jambes à proprement parler, mais souvent j'allais courir le mardi soir avec mon gros squat du lundi et squat terre du mardi. Et c'est vrai que j'avais les jambes lourdes un petit peu des fois quand même. Ouais, non, mais là ça a duré les 5 premières minutes. Alors moi c'est plus une séance un peu renfo. En fait, je me suis Hmm. réemballé ces dernières semaines à refaire presque des vraies séances cuisses avec de la presse en série de 20, tout ça. Et en fait, ça t'handicape plus qu'autre chose d'avoir les courbatures, ça te raidit un peu, tout ça, vu que tu fais qu'une fois par semaine en plus, pas comme si Ouais. tu faisais un peu tout le temps. Donc là, je me suis dit, allez, je vais faire des cuisses un peu plus faciles. Alors, en gros, j'ai enlevé la presse à cuisse, hein, mais j'ai gardé tout le reste. Donc, plus du renfort, hein, où je fais, je sais pas, des rotations externes de hanches, des rotations internes, des mollets, du hip thrust, des fentes, des trucs comme ça. Et puis, dans les 5 premières minutes, putain, je disais, putain, mais c'est hyper dur, en fait, après, après les cuisses. Puis après, finalement, au bout de 5 minutes, j'étais à mon rythme, tranquille. D'ailleurs, je vois qu'en ce moment, tu cours pas mal sur ce travail là. Je te vois passer. Je dis, putain, mais le type s'arrête plus, il fait des 10 kilomètres presque tout le temps. Non, ben là, je réduis un peu là, le volume global sur le cardio, parce que les championnats de France c'est dans 6 semaines et du coup les charges sur la partie force a commencé à être bien lourde et je sentais là sur les 2 3 dernières semaines que c'était un peu trop taxant, tu vois. Je commence à avoir des petits traders en plus que je récupérais mal de la semaine et tout. Donc du coup là le volume cardio je le baisse un peu aussi bien sur j'ai enlevé une fréquence et je réduis un petit peu les distances. Euh, donc tu sais je faisais une bonne sortie vélo de 2 3 heures toutes les semaines là je l'ai viré celle-là. Et du coup je fais bike erg et course à pied. Sur la course à pied là je vais rester jusqu'au championnat de France entre 20 et 45 minutes par sortie et puis je vais réduire petit à petit passer à 40 35 jusqu'à faire que des tout petits footings les 2 dernières semaines. Bon, alors la question que tout le monde se pose, vu qu'on est à 6 semaines de chance, es-tu toujours dans le groupe A? Ben, j'ai pas regardé encore. Ah merde. Euh, non, mais la date butoir pour les qualifs, c'est le 29 septembre. Donc là, on enregistre le 18. Donc il reste 2 week-ends. Donc là, il y a pas mal de compétitions ce week-end et le week-end prochain. Donc il y a pas mal de gens qui vont jouer leur qualif à ces moments-là, sachant que la plupart des meilleurs sont déjà qualifiés, mais il y en a peut-être qui vont faire des compètes pour améliorer leur total et justement être en groupe 1. Mais Donc j'ai une question là-dessus sur on les verra. compètes parce que de mon époque, entre guillemets, tu avais genre un premier pas ou un critérium espoir, un départemental, un régional et un interrégion. Et en gros, si aux régions tu faisais ton minima France, c'était réglé. Là, j'ai l'impression que les compètes se sont sacrément multipliées, non?
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, comme il y a deux choses, c'est que effectivement avant, et même moi quand j'ai commencé, c'était un petit peu comme ça. Tu avais une date butoir pour les premiers pas, donc en gros c'était l'automne, quoi. Tu avais à peu près tout l'hiver avec soit les départements, soit les régions, soit les interrégions pour faire ta qualif France. Après au printemps, tu avais les France et après tu avais plus rien jusqu'à l'automne suivant. Et ils se sont rendus compte que ça, il y avait plein de gens qui étaient pas trop satisfaits de ça parce que du coup, bah quelqu'un qui allait pas aux France par exemple, bah il avait une compète en octobre-novembre et une compète en janvier-février, sa saison était finie. Et donc ils ont mis la possibilité de faire des compétitions open toute l'année. Et Ah, en c'est fait, énorme. ouais, dès que la date butoir là pour les championnats de France 2024 en élite, c'est le 29 septembre. Donc toutes les compètes qu'il y a après le 30 septembre, elles sont qualificatives pour les France 2025 jusqu'à la date butoir des France 2025 et ainsi de suite. Donc en fait, si tu veux faire des compètes toute l'année, tu peux. Et c'est des sous forme d'open national. Qui c'est qui organise ces Open National? Il y a des clubs qui se proposent Ouais, pour ouais, organiser? ouais, c'est Ok. ça. C'est des clubs qui organisent. Donc bon, alors après, c'est les ligues, les clubs, etc. Ça dépend, mais des fois, tu as des belles compètes. Genre les Silent Worker Meet qui sont organisés par bah, la marque Silent Worker. Donc, tu sais, c'est la marque de Pana, Anissa, Lia, etc. Eux, ils font des belles compètes. Ils en font en général deux, trois par an et un petit peu partout en France. Ils en ont fait une à Nîmes récemment. Ils en ont fait une à Lyon. Ils en ont fait une en Île-de-France. Ils en ont fait plusieurs en Île-de-France. T'as aussi Pogolin, tu sais, le club de Noémie Oui, Alabert, ils avaient bien sûr. organisé une très 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 belle compète c'était en 2023 ou 2022, je sais plus, mais vraiment une très belle compète. Et en fait, bah, tu payes un droit d'inscription, il y a un engagement, donc l'organisateur est libre sur son engagement, donc parfois c'est 10 euros et parfois c'est beaucoup plus. Et bah, c'est eux qui sont autonomes pour tout gérer. Et bah, du coup, tu peux avoir des très très belles compètes avec bah, la musique, la machine à fumer, les jeux de scène, etc., etc. Et tu as certaines compètes de qualif qui sont presque aussi bien qu'un championnat de France, voire même potentiellement meilleurs. Si tu mets suffisamment d'argent sur la table, tu peux faire une qualif, puis même tu peux mettre un cash prize, tu peux avoir des sponsors, tu peux avoir plein de choses, donc tu peux faire des très belles compètes régionalement. Est-ce que, parce que j'ai un élève, j'ai cru comprendre, là j'ai fait mes tests d'entrée pour le CQP que j'organise, donc qui démarre en octobre, et j'ai un jeune qui s'est mis un peu à la force, qui voulait faire des compètes, et il m'a dit que quand il a voulu s'inscrire à une compète, bah, c'était complet. Donc, Alors, ça arrive ça aussi. Il y a des fois, tu veux t'inscrire puis ouais. c'est complet. Alors qu'avant, moi, je me souviens des compètes départementales ou quoi, il y avait personne quoi. Franchement, c'était le Ouais. néant. Hein. Pour te donner un ordre d'idée, là, il y a un tel engouement pour la force. Si les inscriptions ouvrent à 8 heures, par exemple, le Silent Worker Meet, l'inscription ouvre à 8 heures, tu peux être sûr qu'à 8h05, les 100 places sont prises. T'as 100 personnes, putain, c'est énorme. Voilà. Et c'est sur un week-end, etc. La plupart des compètes, tu vois, là, ce week-end, je vais coacher à Bordeaux, une de mes athlètes qui joue sa qualif France. Euh, je pense qu'il y aura au moins 80 athlètes minimum. Et ça a été rempli en un rien de temps. Donc la plupart des compètes se remplissent très très vite. En général, en 1 heure et parfois en moins, c'est complet. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui voudraient faire des compètes et qui en fait peuvent jamais en faire parce que Exactement. ils se réveillent à 8h10 quoi. Alors, ne jamais en faire. Je dirais pas ne jamais en faire parce que quand tu t'es fait niquer une fois ou deux, je pense qu'après tu prends les devants. Mais effectivement, ça arrive qu'il y ait des gens entre guillemets qui restent sur le carreau et qui prévoient une compétition et qui peuvent pas la faire. Alors moi, ça en tant que coach, des fois c'est un peu pénible parce que même si bon, de manière générale, mes athlètes, je les préviens bien, je leur dis bien, il faut que tu sois sur le truc d'inscription sur l'intranet de la FF Force, voire même 5 minutes avant pour tout de suite prendre ta place parce que ça va être pris d'assaut, donc du coup on n'a pas trop de problème. Mais admettons, tu dis on fait une compète le 15 décembre qu'on a noté, etc., etc. Si toi tu commences à orienter la prépa et en général les inscriptions elles sont 6 ou 8 semaines avant, eh ben si il a raté son truc, toi et 6 ou 8 semaines avant, tu as déjà commencé un petit peu à, tu sais, à aller vers plus de spécifiques pour la prépa compétition en fait. Et tu te retrouves, bah finalement, il a pas de place au 15 décembre, donc du coup, ça compète aller le 20 janvier, et là, du coup, tu dois rechanger la planif pour qu'il arrive en forme finalement en janvier et pas en décembre, et là, ça peut être compliqué. Ah ouais, c'est fou. Hein. Moi, je me remémore des souvenirs là quand tu dis tout ça. Au championnat régional, franchement,
Il y avait personne, tu sais, c'était la petite compète du coin, Ouais, bah, dans rien à un voir. gymnase pas chauffé, t'avais le Rien à voir. sandwich jambon beurre. Franchement, c'était toujours les mêmes personnes chaque année, ça faisait un peu compète de quartier, quoi. Ouais, ben maintenant c'est des grosses compètes et t'as des grosses compètes quasiment partout. Alors des fois t'as des petites compètes, ils ont pas énormément de moyens en termes d'organisation, ils prennent une trentaine de personnes, euh, mais t'as plus une seule compète à moins de 30 personnes et encore quand ils bloquent à 30 parce qu'ils ont pas les arbitres ou quoi. Mais souvent c'est des organisations à 50, à 80 et ils mettent quand même du monde pour ça. Là je te filmerai si tu veux, je t'enverrai des vidéos de ce week-end, tu vas voir, il y Ouais, ouais, aura. je veux bien voir à quoi ça ressemble maintenant. Ouais, J'imagine un peu un show à l'américaine, quoi, de ce que tu me décris. ouais, bah pas forcément. Alors après, tu vois, là, ça va être à Bordeaux et la Ligue Nouvelle-Aquitaine, c'est une ligue qui est très très bien équipée, tu vois, au niveau de la sono, au niveau des machines à fumer et tout. Donc à chaque fois, ils font un truc qui est vraiment chouette avec des jeux de lumière et tout. Euh, mais et vraiment, t'as des compètes, enfin, des Open de qualif qui sont aussi bien qu'un championnat de France en termes de matériel, d'organisation, de logistique. Il y a, je pense que tu dois le connaître, Elliot. T'as dû l'avoir comme élève, je crois, Ah oui, ou bien, vous bien sûr, bah oui, connaissez. c'est un de tes poulains, Elliot? Non, non, pas du tout. Normalement, Mais lui, il était avec Thibaut, je crois, il m'avait dit, ouais, c'est avec ça. la Mais lui, alors, classe. il compète, c'est en Alsace, je crois. Il compète en Alsace tous les ans. La compète qu'il a organisée cette année, tout le monde m'a fait des super retours. C'est-à-dire que derrière, pour l'échauffement, t'as que des bancs hélico, des barres hélico. Enfin, c'est top de chez top, quoi. Tu vois, c'est presque mieux qu'un championnat de France. T'as des championnats de France parfois qui sont moins bien organisés. Bon, alors même si là, au CRES à Montpellier, ça va être très très bien et ils organisent très bien. Mais vraiment, t'as des. C'est quand déjà le championnat de France? Ce sera la dernière semaine d'octobre et la première enfin début novembre. Du coup, c'est du 29 octobre au 3 novembre. C'est sur Ouais, une semaine. ouais, j'aimerais peut-être faire un tour, Ah ben écoute, si tu veux. que je prenne un peu de rêve, quoi, que... Et Ah donc, ben, bah, si je veux prendre du rêve, alors c'est ma question, vu qu'on se parle pas en général entre les podcasts, où en es-tu de ta prépa? Est-ce qu'on va avoir euh, des nouveaux records de 2,5 kilos ou pas? ouais, je sais pas. Là, je Quoi, comme suis. ça, tu sais pas? Tu rigoles ou quoi? Non, là, faire mon mieux. J'étais un peu fatigué là, ces derniers temps là. C'était Ouais, forcément, pas tu pars à idéal. l'étranger pour faire du billard. Là, je suis pas encore parti, mais justement là, je vais devoir partir en Angleterre bientôt. Et du coup, ce sera un peu pendant le pic de la prépa, et ça m'arrange pas forcément. Et ça va être compliqué à gérer, mais bon, j'essaierai de le gérer au mieux. Mais en fait, comme la date des championnats de France a été déplacée, euh, je m'étais débrouillé parce que normalement c'était prévu un mois plus tard. Et je m'étais débrouillé pour avoir tout le mois de novembre sans déplacement, sans rien. Et j'avais un peu chargé août, septembre, octobre. Et en fait, comme ça a été avancé, bah, je me retrouve avec le championnat de France juste après la période chargée. Donc, il va falloir que bon, c'est comme ça, hein. Donc, s'adapter à ça, mais en termes d'organisation, ça va être un petit peu plus compliqué que ce que je fais d'habitude sur la fin de prépa. Mais bon, c'est comme ça. Et bah alors je pose aussi la question sur le bench, comment ça va? Parce que c'était le petit Ouais. souci dernièrement avec le PEC, là, ces derniers mois, ces dernières années, j'ai envie de dire. Donc, c'en Ah, est ça où? fait une bonne année là que c'est pas terrible, enfin que c'est pas terrible, que ça revient progressivement, ça continue de revenir. Je pense que alors bon, c'est pareil, il reste 6 semaines. Là, on va commencer à monter un peu en intensité et tout, mais on a prévu d'être très très prudent parce qu'on sait que c'est la période où bah, c'est potentiellement risqué. Mais pour l'instant, ça tient bien. On n'a pas eu d'alerte, on n'a pas eu de problème. Et les charges remontent ça bouge bien. Tu vois, je fais une single à 165 qui bouge bien. J'avais fini le bloc avec 3 reps à 160 qui était pas mal. Donc bon, on va voir un petit peu comment ça va s'orienter, mais on est assez prudent encore. Et d'autant plus que là, on va rentrer dans la période bah, la plus à risque, donc faudra être doublement prudent. T'as du poids à perdre? Non, non, je suis à 95, comme toute l'année, je suis toute l'année à 95 et j'ai juste 2 petits kilos à cut au dernier moment, tu sais, je joue un peu sur ce que je mange, tu vois, j'enlève les fibres sur 2, 3 jours à la fin et je réduis les glucides, plus je coupe un peu l'eau pendant allez, 15-16 heures et ça suffit pour perdre les 2 kilos d'excédent, quoi. Bon, bah, Et c'est- ça s'annonce plutôt bien quand même alors. Ouais, bah après ça c'est le protocole habituel. Je suis pas, ça c'est ce que je fais tout le temps. Non, c'est vraiment la gestion. Ce qui va être déterminant, ça va être
la gestion de la fatigue externe avec la création de Smart Power System, parce que bon, mine de rien, ça prend un petit peu de temps et d'énergie, les coachings qui vont avec, plus les cours en BPGEPS, plus les déplacements, plus tous ces trucs-là. Puis Ça a pu s'aider. les cours en CQP après aussi à Annecy, hein, ne pas oublier. Et les cours en CQP à Annecy. Ouais, mais ce sera plus tard. Les cours en CQP à Annecy, ce sera après le championnat. Donc, voilà. Mais ouais, c'est plus gérer ma charge externe hors entraînement que réellement la charge d'entraînement. Puis la charge d'entraînement, je maîtrise bien. Et du coup, c'est la vie aussi, ça, hein. À un moment donné, quand t'es pas sportif professionnel, il faut que tu gères les à côté parce que sinon c'est compliqué. Ok, alors pour poser une autre question, est-ce que à un moment tu te dis pas, allez, je donne tout entre guillemets pour continuer à progresser, parce que là tu arrives en fait à un moment un peu charnière où tu t'investis déjà beaucoup, mais si tu t'investis peut-être un peu plus, tu vois, tu fais moins de trucs extérieurs, tu vas peut-être continuer à progresser un petit peu, alors que là, si tu fais plein de trucs extérieurs, ça va être compliqué de déjà refaire les mêmes barres, tu vois. Ouais, non, je vais refaire les mêmes barres, voire améliorer un petit peu, hein, simplement. Après, c'est manager. Après, tu sais, prendre le pari de dire j'arrête tout autour pour ne faire que ça, c'est bien. Mais à un moment donné, faut bien manger, faut bien essayer de construire aussi un petit peu quelque chose. Euh, Enfin, je veux dire, la force athlétique, indirectement, c'est ce qui me nourrit parce que j'en ai fait mon travail et mon gagne-pain, mais c'est pas mes performances qui me nourrissent. Ce qui me nourrit, c'est le coaching en force athlétique. Donc, C'était vidéo torse nu sur Instagram ouais, voilà, exactement. de, Arrête de. de traction. Je sais que t'es jaloux parce que je suis plus fort que toi, donc arrête. Mais non, ce qui me fait manger, c'est pas la force athlétique à proprement parler. Admettons que j'améliore mes perfs de 15 kilos, tu vois, en m'y mettant à fond, à fond, à fond, à fond. Super, mais c'est pas ça qui va me faire vivre, et puis c'est pas ça enfin, tu vois, puis c'est futile entre guillemets. L'objectif, c'est d'être le plus performant possible, mais en ayant une vie qui soit construite à côté, un vrai travail, etc., etc. Alors, j'ai quelques questions pour toi que j'ai sélectionnées. Pour ceux qui sont nouveaux, je sélectionne souvent des questions qui sont posées sur les forums Superphysique. Et il y en a une, la semaine dernière, tu m'as écrit concernant le Ouais, squat. c'est la cour de Fabrice. Voilà, et je crois que tu voulais faire allez, une petite mise au point sur le squat de force athlétique qui avait été mal décrit, puisque effectivement, Fabrice n'est pas aux dernières tendances de la force athlétique, hein. Il est resté il y a 20 ans où les squats, est vrai, étaient un peu différents. Euh, donc, est-ce que tu veux refaire un petit point sur ce qu'est le squat de force athlétique? Ce Non, non, demi-squat, voire ce quart de squat. ouais, parce que Fabrice il disait le squat de force athlétique c'est du demi squat, etc., etc. Et ça m'avait fait rire. Et puis l'explication qu'il en avait faite où c'était les mains les plus écartées possibles et la barre la plus basse possible, etc. Ça m'avait fait sourire un petit peu. Mais après oui, effectivement sur le squat de force athlétique globalement on va chercher peut-être un peu moins d'amplitude que sur le squat d'haltérophilie où effectivement en haltéro ce qu'ils veulent c'est être capable de récupérer les barres les plus basses possibles. Et alors qu'en force, ça va être d'être le plus performant possible. Et effectivement, il y a un petit jeu sur les leviers pour avoir plus de flexion de hanche et pour le coup, un petit peu moins de flexion de genou. Après, je suis pas forcément d'accord sur le fait que le squat de force athlétique développe peu ou pas les quadriceps comme il l'avait avancé parce que c'est pas vrai. Tu peux faire que du squat barre basse et avoir des cuisses énormes. Même en squat barre basse, ce qui est principalement moteur, ça reste le quadriceps, même si l'engagement fessier est un peu plus fort, mais ce qui est principalement moteur, ça reste le quadriceps quand même. Euh, en force, est-ce qu'on voit des gars qui font quand même en compétition, du squat barre haute, ou est-ce que tout le monde est quand même barre basse et un Alors, peu plus en, hanche que flexion? en compète, t'en as quelques-uns, mais t'en as pas beaucoup. C'est une minorité, mais t'en as quand même quelques-uns. Il y a un mec qui était à Sheffield là, qui est euh, merde, ah putain, je me souviens plus sa nationalité. Je ne saurais pas t'aider. C'est enfin un Guyanais, mais pas la Guyane française, la Guyane pas française et un peu Guyane brésilienne là. Et lui, il squatte barre haute, il squatte plus de 300 kilos. Enfin, il est monstrueux. Son coucher, il a un coucher serré, donc lui, il a vraiment en termes d'optimisation des leviers que dalle. C'est que de la force brute. Il y en a quelques-uns, il y a quelques exceptions comme ça, mais en compétition, la très grande majorité
je vais dire 95%, mais je pense que c'est même plus que 95% des gens sont barre basse. En revanche, tu peux avoir des personnes qui font du squat barre haute comme une variation. Donc soit pour cibler un peu plus le quadriceps, soit pour cibler un peu plus l'avancée des genoux, soit aussi ça arrive les personnes qui ont des douleurs un petit peu au niveau des épaules ou des coudes liées à la position du squat barre basse parce qu'elle est un peu plus contraignante sur le haut du corps. Donc ça peut être une stratégie parfois de mettre du squat barre haute pour venir un petit peu soulager cette zone qui est pas mal en tension. Mais de manière générale, en compétition, c'est surtout du squat barre basse qu'on voit et les gens qui font du barre haute, c'est des variations. Ok, mais ça me fait penser un peu. C'est pour ça que je te pose cette question parce que développé couché, comme tu l'as dit, parfois on voit des gars qui freinent des prises un peu plus serrées. Et toi d'ailleurs, tu avais expliqué que tu avais resserré un peu ta prise. Et des gars qui étaient Oui. parfois un peu plus forts en étant un peu plus serrés que plus larges. Ça réduisait un peu l'étirement des pecs, c'était un peu plus triceps. Et est-ce qu'en couché, pareil, c'est un peu la même question. Est-ce que il y a des gars qui prennent pas le plus large possible? Et est-ce que c'est une Ouais. exception ceux qui prennent pas le plus large possible ou finalement ça s'équilibre un peu? Je pense quand même que si on devait faire une proportion, il y a plus de gens qui n'ont pas l'écartement maximal au bench que de gens qui font du barre haute. Parce que, si tu veux, le barre haute, il est quand même mécaniquement, tu sens mécaniquement qu'il y a un truc qui est plus difficile avec le barre haute qu'avec le barre basse, et c'est le cas pour la majorité des gens, parce que les leviers sont vraiment moindres, mais tu as à peu près les mêmes engagements musculaires. En revanche, le coucher, si tu es vraiment avec l'écartement maximal, il y a effectivement un gros étirement des pecs, ça c'est une chose. Il y a plein de gens à qui ça convient pas aussi en termes de stabilité, parce que plus vous aurez une prise large, plus globalement ce sera dur à stabiliser. Euh, donc il y a quand même beaucoup d'athlètes qui ont une prise, alors pas serrée, type largeur épaule, mais avec un doigt à l'intérieur de l'anneau, ou deux doigts, ou trois doigts, voire même une main entière. Tu vois, par exemple, Nicolas Perrault, donc l'écartement maximal, c'est 81 cm, c'est-à-dire que vous avez les anneaux qui sont de part et d'autre à 80 cm l'un de l'autre, et vous devez soit avoir les mains à l'intérieur des anneaux, soit masquer les anneaux avec votre index au maximum. Les anneaux doivent être cachés par votre index. Vous n'avez pas le droit d'avoir les mains au-delà des anneaux et qu'on voit les anneaux. Et Nicolas, par exemple, Perrault, lui, il a les anneaux qui sont visibles, mais qui sont visibles à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'il a vraiment le petit doigt au bord de l'anneau. Ça fait presque 10 bons centimètres de moins Ouais, d'écartement. ça doit faire 67, je crois. Ouais, peut-être un truc comme ça. Et bon, ça l'empêche pas de bencher 2,20, 2,30. Ah, mais bon, il a une cage énorme, le type aussi. Il triche. Ouais, pas tellement. Mais tu vois, Nico, par exemple, c'est quelqu'un qui a pas une énorme mobilité thoracique, mais il est très épais, très fort en épaules, enfin très fort en épaules. Il est nul aux épaules, mais il a des épaules Bah, énormes. il est moins nul que toi, quand même. Non, non, il est plus nul que moi, c'est Ah dit. non. Je te jure. Ah Je te merde. jure, il bench 2,20, 2,30 et je crois qu'il doit faire 70 au-dessus de la tête, à peine. Putain, incroyable. Et, ouais. Et par contre, il a des triceps, mais c'est pas humain. Et du coup, avec une prise plus large, eh ben, il est pas très fort. Et le fait d'avoir resserré sa prise, eh ben, parce qu'il était plus large que ça avant, et quand il a resserré, il a explosé complètement. Son bench, il a pris 10-15 kilos direct, juste en resserrant, parce que anatomiquement, bah, ça lui convenait mieux. Donc, ça dépend beaucoup des personnes, ça. Beaucoup plus que le barreau, je pense. Tu sais, à un moment, on pouvait voir certains qui disaient pour progresser au développé couché, progresser au développé militaire, ça vous aidera tout ça. Toi, tu as fait récemment pas mal de développé épaules, notamment avec Alter. Là, tu cites Nico qui fait que 70 kilos. Bon, je pense qu'il fait peut-être un peu plus quand même, hein. 70 au développé militaire. Et est-ce que quel est ton avis sur le sujet? Est-ce que si je progresse au développé épaule, ça va se répercuter à un moment sur mon développé? Tu vois, est-ce qu'on peut imaginer que si Nico demain il s'entraînait pour faire 100 kilos de développé militaire, donc il a largement le potentiel, il serait meilleur au coucher, ou en fait la corrélation est faible? Je pense, je pense que c'est minime. Alors, forcément, tu seras plus fort sur un truc, donc ça va un peu t'aider. Mais le mouvement, il est tellement différent. C'est vraiment pas trop les mêmes muscles, en fait, ceux qui sont mis en tension et tout. Même l'épaule, elle va pas être utilisée de la même manière. C'est pas du tout le même acte de pousser. Et autant, je pense que, par exemple, si on voulait faire une analogie entre les tractions et le rowing, si tu progresses au traction, ton rowing s'améliore et inversement. En revanche, je suis convaincu que la corrélation entre le développé aux épaules et le développé couché, elle est vraiment, vraiment très, très faible. Euh, euh, et moi, j'en fais plus pour avoir du pattern de mouvement et la santé des épaules
Et effectivement, parce que je suis passé, comme je te disais, sur un bench un peu plus musculaire et c'était une piste à explorer. Mais je suis vraiment pas convaincu que ce soit Et un retour, quoi. ouais, que ce soit il y a peut-être quelque chose qui est transférable, mais c'est minime. Vraiment, c'est minime. Et en revanche, quelqu'un qui serait fort au dips, tu vois, si tu fais beaucoup de dips, là, ça se transfère énormément sur ton coucher et ça se transfère aussi énormément sur ton strict press, sur ton développé militaire. Le dips, il est beaucoup plus complet et transférable que le bench ou le strict press. Et c'est pour ça que quand j'ai des crossfitters et qui veulent un petit peu progresser sur leur haut du corps, etc., en force, souvent, je vais essayer de développer le dips parce que c'est ce qui représente le meilleur ratio entre le temps investi et le retour sur investissement en termes de progression. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que quand je faisais beaucoup de couchers, bah, c'était il y a longtemps, hein, il y a plus de 10 ans, et ben, j'ai remarqué ça aussi que progresser au dips me faisait progresser à fond au bench. Mm. Euh, et donc, bah, c'est vrai que j'essaie de progresser à fond au dips et je voyais que ça se répercutait à crever, quoi. Donc, Ouais. mais est-ce que ça étire pas trop? Tu vois, la plupart des gens, les dips, pareil, Alors, on entend voilà, des fois que après, dans une... ça étire à fond. Donc, et je te pose une deuxième question. Est-ce que finalement, ça démontre pas que finalement, le coucher, pour progresser, c'est surtout prendre de la force dans les triceps? Si, je pense que c'est beaucoup les triceps. Et tu vois, par exemple, moi, j'avais fait le même constat sur les dips et je pense que j'en ai presque un peu abusé. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque où je faisais du bench 5 fois dans la semaine, des dips une à 2 fois dans la semaine. Et là, je progressais bien sur mon coucher, mais je pense aussi que ça a été un peu pas assez progressif à ce moment-là et que les petits soucis que j'ai au niveau des pecs aujourd'hui, potentiellement, ils peuvent être liés à cette période-là où j'ai un peu abusé en termes de volume et de fréquence, parce que c'est vrai que sur les dips, il y a un gros étirement au niveau des pecs, même si on, on le classe dans les exos un petit peu à dominante triceps, il y a quand même un gros étirement au niveau des pecs. Et potentiellement, c'est un exercice qui est accidentogène si vous chargez très lourd et que vous n'êtes pas prêt, ou alors si vous faites des dips sous fatigue, ou alors si vous avez une station à dips qui est hyper large. Et comme dans la plupart des salles, vous avez des stations dips qui sont ultra larges, bah ça se passe rarement bien avec les dips. C'est ça le problème. Donc il faut être un peu mesuré. Et moi, en général, ce que je fais pour mes athlètes, c'est que quand je programme des dips, je vais souvent les programmer en tempo ou alors avec une pause en bas pour avoir ce côté transférable, mais que avec le tempo ou avec la pause, ce soit un petit peu limitant dans leur progression. Ça les force à pas mettre trop lourd pour justement limiter les risques et d'interférence et de blessures à moyen et à long terme. Comme ça, il y a un peu plus de notions de renforcement et c'est limitant sur la charge. Donc souvent, c'est une stratégie que j'aime bien utiliser avec les dips pour mes athlètes. Ouais, après, ben, c'est vrai que on voit beaucoup de gars qui font du street lifting, être Mm. très fort en dips et après être très fort en développé. J'ai un gars pareil là, Oui. pour le CQP là, qui était là, qui est assez fort au dips, hein, qui fait des compétitions, qui fait 122 kg 5 au dips, Lucien, petite dédicace. Et il me dit, ah tiens, je peux essayer des haltères de 50 pour faire du développé couché haltère, tout ça, j'ai jamais essayé tout ça. Puis le gars, il essaye, il fait 10 reps direct, quoi. Ouais, bah, c'est Et bon. le mec, c'est pas trop échauffé, enfin, il s'est chauffé vite fait, quoi. Mais je pense que le Ouais, mec, j'aurais pu passer, s'il y avait eu des haltères plus lourds de 55, il en aurait fait 10 aussi, quoi. ouais, mais tu vois, je pense que les mecs qui font du street, justement, c'est un peu le constat que j'avais fait et c'est comme ça que je suis venu à la conclusion que le dip, c'est ce qui était le plus rentable en termes de développement de la poussée. C'est que les mecs qui font du street, justement, il y en a pas mal qu'on connaît, Baki, Lionel Zod, etc. Ces mecs-là, ils sont, dès qu'ils font du bench, enfin, dès qu'ils sont passés au bench ou au développé militaire, ils étaient ultra forts alors qu'ils en faisaient jamais. Alors que dans l'autre sens, ça marche pas du tout. Et c'est pour ça, le dips, c'est vraiment, je pense, ce qui est le plus transférable sur le haut du corps. Et on voit bien quand même les mecs qui font du street lifting et qui font beaucoup de dips, beaucoup de traction et des muscle-up. Tu les mets sur à peu près n'importe quel exo de musculation du haut du corps, ils sont tous très forts. Donc, comme quoi, les tractions et les dips, c'est quand même pour moi, les vrais exos rois du haut du corps, plus que justement le développé couché ou le développé militaire ou le développé halter, qui sont un peu plus analytiques et un peu moins fonctionnels, si on veut remettre le terme de fonctionnel sur la table. Toi, en ce moment, t'en fais des dips? Parce que, je te pose la question pareil, parce que Ouais. à chaque fois que j'essaye de refaire des dips, comme j'en fais pas souvent, je vois que ça me tire un peu partout, vraiment, c'est pas très agréable.
Toi, est-ce que ça Et, t'arrive et- d'arrêter un moment, de reprendre et est-ce que ça te tire partout ou c'est que moi et certains de la salle? et ben justement, on a repris très très progressivement pour la rééducation de mes pecs. Donc j'en fais le samedi là dans ma petite séance body branlette comme je dis là. Et Bodybuilder, quoi. ouais ouais c'est ça. Et on a repris très doucement. J'ai repris au poids de corps et en rajoutant 1,25 par semaine. Donc en partant du poids de corps, alors que j'avais déjà fait 9 à 75. Donc je suis reparti de vraiment très très loin. Je l'ai fait avec une petite pause en bas, justement par rapport à ce que je disais, en essayant de trouver de l'étirement, mais c'est le bon étirement, pas l'étirement qui vient te mettre en tension. Et j'ai retrouvé un peu de rotation interne d'épaule, ça m'a fait du bien quand même. Et même j'ai retrouvé un peu de tolérance quand même au niveau des pecs. Mais tu vois, je le fais pas dans un objectif performance, je le fais vraiment dans un objectif augmentation de la tolérance sur mes tissus et pas plus. Et d'ailleurs, au passage, j'étais en déplacement à Nantes ce week-end et j'ai pu tester une vraie cage de street lifting, là, tu sais, avec le dips totalement réglable. Tu peux régler la hauteur, la largeur, etc. Euh, en termes de stabilité et tout et de confort, c'est incroyable. Franchement, c'est vraiment ultra bien. C'est top. Ouais, bah ça m'étonne pas. Moi, c'est toujours le problème. Comme je suis grand, je peux jamais avoir les jambes tendues, quoi. Ouais, ben là, du coup, tu peux régler la hauteur J'aurais pu, là, je me serais mis à 2 mètres du sol et c'était bon, quoi. Ouais, tu peux régler la hauteur du montant et en plus, tu peux les deux montants de droite et de gauche sont réglables avec des crans. C'est un petit peu comme sur un banc de développé couché de compétition, tu sais, où tu as différents crans pour la hauteur, pour la sortie de barre. Et du coup, tu peux vraiment régler parfaitement ton écartement. Les trucs où tu poses les mains, les manchons sont très très larges, très épais, tu vois, un petit peu comme des fat grips. Du coup, c'est confort au niveau des mains, c'est ultra stable, c'est très large, donc du coup, il y a rien qui bouge, t'as pas de vibration, t'as pas de trucs comme ça. Et franchement, bah, ça faisait longtemps que je m'étais pas senti vraiment confortable sur une station de dips, donc c'est assez plaisant. Je sais pas si tu te souviens, quand c'était les Super Physique Games, il y avait mon pote Marco Hum. qui faisait aussi avec nous en, je sais plus comment s'appelait la catégorie, bref, qui était avec nous dans la même catégorie, qui est maintenant très orienté street lifting et justement qui est sur Nantes. Ouais, Donc, ben c'est lui justement, c'est le fitness park où il s'entraîne. ok, bah là, il est en train d'ouvrir son petit studio de street lifting justement. C'est pour ça que je t'en parle. D'accord. Sur Nantes ou à côté. Donc, si jamais t'es de passage, donc Marco c'est Lift Trainer avec qui j'avais fait un leadercast un coup. Et qui a un podcast aussi, le Lift Talk, et donc qui est très spécialisé là-dessus. Et là, il ouvre justement une petite salle de street lifting, donc c'est assez marrant, dans le sens où avant le street lifting, c'était vraiment tu le fais dehors, tout ça. Et là, c'est plus pour l'hiver. Là, je vois, il achète des chauffages, des trucs. Bon, ça me fait sourire un peu parce que bon, ça ressemble Ils font du entre squat guillemets. maintenant aussi. Tu dis? Ils font du squat aussi maintenant, parce que tu sais, avant, Ouais, c'était. bien sûr, bien sûr. Bah, le gars que j'ai vu là, Lucien, il fait 220 au squat. Ouais, c'est balèze, hein. C'est Avec balèze, c'est des vrais athlètes, hein. avec une technique, je vois qu'il manque pas mal de mobilité, mais bon, putain, il fait 220. Ouais, c'est pas mal, hein. Et bref, ça s'est pas mal fonctionnalisé. Et là, à Nantes, bah, il y a Marco qui ouvre sa petite salle de street lifting. Donc, si jamais tu es de nouveau de passage, je pense qu'il t'accueillera avec plaisir pour que tu lui montres tes dips, quoi. Ouais, tu parles. Qui puisse te dire, eh, t'as vu comme je te fume maintenant? Ouais, bah, en fait, là, j'ai fait des séries de 8 avec, à 40 avec une pause en bas. J'ai été facile, tu vois. Je sais que je peux faire beaucoup plus, je sens que je peux faire beaucoup plus. Mais par contre, je sortirai un petit peu de ma volonté utiliser le dips en réhab pour mettre de l'étirement et remettre du contrôle moteur, tu vois, avec cet étirement, etc., et redonner de la tolérance à mes tissus. Je sortirai de cet objectif-là pour aller vers un objectif où bah, je mets des contraintes peut-être un peu plus fortes que ce que je peux tolérer et probablement que ça va me réinflammer le pec et ça va me bousiller pour mon développé couché. C'est pas forcément ce que je veux. Il faut vraiment que j'y aille très, très progressivement dessus. C'est pas que je me trompe d'objectif, quoi. Saleté d'ego, quoi. Ouais, bah, tu sais, maintenant, l'ego, sur ces trucs-là, je l'ai plus du tout. Tu sais, avant, quand t'arrivais dans une salle qui était pas la tienne, tu voulais toujours un peu montrer que bah, t'étais costaud, tu vois. Et si t'avais une séance avec rien dedans, t'étais un peu dégoûté parce que tu disais, putain, merde, J'ai pas les fait gens, du ils foot. vont pas voir que je suis fort, tu vois. Mais maintenant, bah, j'en ai plus rien à faire, quoi. Si j'ai une séance avec du bench à 110 ou du bench à 115,
Ouais, mais 110, 115, c'est déjà pas mal. Si tu faisais du bench à 80, là, peut-être que t'en aurais un peu. Ouais, bah, tu sais, si je dois faire du bench à 80, je fais du bench à 80, mais s'il y a du monde qui regarde, ça me pose pas de problème. Tu sais, je suis OK avec ça, j'ai pas trop, en termes d'ego maintenant. Tu sais, j'ai mon objectif, je me tourne vers mon objectif. Tu vois, quand je cours, tu sais, et le nombre de gens, quand je mets, Qui passe à côté de toi, qui accélère. non, bah, ça, je m'en fiche à la limite, mais quand je mets sur Instagram mon truc avec mon rythme et tout, le nombre de gens qui me disent, ah, tu cours pas vite et tout, c'est normal, c'est un footing tranquille. Euh, alors bon, effectivement, même quand je cours vite, je cours pas vite, hein, mais tu vois, c'est comme de dire à quelqu'un qui fait sa séance à 140 au squat alors qu'il a un max à 200, oh là là, tu mets pas lourd au squat, tu mets que 140. Bah oui, T'es mais j'ai un fatigué, max. t'es pas en forme. Ouais, tu vois, tu sais, c'est fou que les gens n'arrivent pas à conceptualiser, à concevoir que c'est pas parce que tu es capable de faire un truc que tu dois le faire à l'entraînement chaque semaine. Ouais, mais ça, c'est une vision court-termiste de la plupart des gens qui voient pas plus loin, et je suis un peu salaud, que le bout de leur nez. Mais c'est sûr que quand tu veux t'entraîner pour progresser, c'est la distinction que j'avais fait entre s'exercer et s'entraîner. Quand tu t'exerces, bah en fait, tu te dépouilles un peu comme un con et puis tu vois ce qui se passe. Et quand tu t'entraînes, en général, bah tu réfléchis un peu à l'agencement des séances, la planification pour arriver à un objectif. Bah, c'est ça. Et t'as le nombre de gens qui me disaient des trucs comme ça. Et une fois, il y en a un, c'était génial quand même. Je le partage pour la vanne parce que c'était drôle. Il me dit, à cette allure-là, autant marcher. Et, et du coup, j'avais dit, ouais, oui, j'avais dit, oui, mais bon, toi, t'es trop forte. Et je l'avais, point d'ironie. Et le mec, je sais plus ce qu'il m'avait dit. Et j'étais allé voir son profil quand même pour rigoler. Et, euh, et je voyais que c'était un gars, bon, il courait bien, mais il faisait un peu des squats et il faisait des squats qui étaient horribles à 80 kilos. Il était complètement déformé sous sa barre à 80 kilos et tout. Et dans ma tête, je m'étais dit, mais pourquoi tu viens me voir et me dire un truc comme ça? En fait, tu sais, il y a des gens, j'arrive pas à comprendre. Il veut se rassurer, le type. Il veut se dire, putain. Ouais, mais j'arrive pas à comprendre la démarche, en fait, de à quel moment tu as besoin de critiquer quelque chose comme ça pour te sentir plus fort dans ta vie. En fait, je trouve ça terrible. Tu me fais. Non, mais moi, gars, toi, ça fait moins longtemps que tu es sur les réseaux, mais bon. Moi, ça fait Oui. 20 ans, ces trucs-là. C'est pour ça que moi, je partage pas grand-chose, même sur Strava. En général, je mets pas les courses à pied, je mets pas les muscus, je mets pas des fois le vélo que je fais, je mets que le kayak. Comme ça, personne ne peut rien dire, en fait, parce que personne en fait. Donc, personne ne Ouais, sait à quoi personne ça connaît. correspond, ou tu vois, donc, Ouais, je m'évite un peu toutes les ouais, remarques à la con, quoi. ouais. Donc, t'as toujours un type pour dire, mais attends, tu vas pas assez vite, comme toi, quoi. Ça sert à Oui, rien. comme toi, quand tu avais posté les chaussures, là, les gens qui te sont tombés dessus pour tes chaussures. Ah ouais, bah là, j'en ai encore eu, là, justement. Là, en ce moment, je mets des photos de mes godasses quand je vais courir pour me marrer, parce que je mets des chaussettes un peu affreuses. Et il y a un gars qui m'a écrit cette semaine, je sais plus qui, il me dit, putain, je suis très surpris, parce que j'écoute les podcasts, c'est quoi ce choix de chaussures que t'as fait? Bon, je réponds pas. Je dis, bon, ça sert à rien que je réponde, parce qu'il y a pas de... j'ai pas envie de perdre du temps à t'expliquer le pourquoi, du comment, le truc, ceci, cela. Moi, je suis un peu contre toutes les modes, et bref, on en a parlé plein de fois ensemble en podcast, toute cette mode du minimalisme. Je suis pas contre, mais bon, quand tu fais 98 kilos, t'es bien gentil, je vais te mettre un sac à dos de 30 kilos sur le dos, tu vas voir ce que ça fait de courir à Ah, et plat après, sans rien, quoi. bah, de toute façon, les gens qui sont dans la mouvance Born to Run, etc., c'est sûr que la plupart, ils font pas 100 kilos. Mais au-delà de ça, tu vois, moi, je suis pas forcément d'accord sur la mode du minimalisme parce que j'ai l'impression que quand je vais dans n'importe quel magasin ou quoi, ou que je regarde un petit peu, Ah ouais, ouais. parce que t'es abreuvé de pubs en permanence, j'ai l'impression de voir que des méga godasses avec des super coussins et des plaques carbone, quoi. Ah ouais, et puis des robes de malade, hein. Là, je parlais avec mon Ouais. pote Victor, là, Vico, que j'ai entraîné à bien longtemps, et là, qui se prépare un semi, tout ça. Et je lui dis, tu cours avec quoi? Il me dit, avec des Mizuno, j'ai 12 de drop. Je dis, putain, mais c'est énorme, 12 de drop. Je dis, putain, c'est un truc de fou. Il me dit, ouais, mais je me sens bien, ça va, et j'ai les genoux. Il me dit, bah non, rien de rien. Il dit, en plus, je sens beaucoup plus les ischios et les fessiers. Enfin, bref. Je dis, ah ouais, C'est bah, bizarre. Parce ouais, que ouais. Bah, il suffit d'avoir la chaîne moi, je vois, postérieure un peu raide, et puis voilà, hein, ça suffit. moi, je vois, je courais avec drop de 8 avant et j'avais mal aux genoux. Là, je suis passé, je sais plus si elles font 3 ou 4 celles que j'ai actuellement, et plus rien aux genoux, quoi. Vraiment, le jour et la nuit, hein. Ouais, mais parce qu'on est moi, je pense qu'on sent beaucoup plus les contraintes de la course à pied parce qu'on est hyper lourd, quoi, en fait. Le Ah moindre oui. changement, tu le sens. C'est comme si le mec, il fait un coucher à 40 ou 45 kilos. Bon, prise serrée, prise large, ils sont un peu, mais par contre, si tu mets Mm. 200, bah 200, Oui. tu changes un peu ta prise, tu vas voir la différence, hein. Soit elle va monter, soit elle va rester en bas, quoi. Et là, c'est un peu pareil pour les godasses.
Moi, je sais que je suis en drop 4, je vois que c'est pas mal. Là, je me suis racheté. On m'a offert, non, je vais recevoir bientôt des godasses, pareil, drop 4, mais avec une toolbox un peu plus large. Et je vois que drop 4, c'est bien. Après, moi, je suis souvent à plat aussi, mais quand je cours à plat, là, j'ai les mollets démontés. Là, Mm. même si j'ai progressivement, là, le solaire ne survit pas, quoi. Il n'y a pas bien longtemps, en tout cas. Toi, t'as pas une grosse mobilité de De cheville. cheville, Après, moi, j'ai exactement. une très bonne mobilité de cheville. Je fais beaucoup de squats, mine de rien. Donc, tu vois, c'est transférable. Et puis, bah, j'ai des insertions de mollets qui sont très longues. Donc, du coup, j'ai des gros mollets. Ça absorbe bien. Moi, j'ai Un jamais. vrai randonneur. Je sais pas si je suis un vrai randonneur, mais bon, on va pas parler de nos mollets ici en public. Rudy, ça serait humiliant pour toi. C'est vous, moi, c'est les mollets qui sont faits pour courir vite. Ils rebondissent. Des vrais mollets de sprinter. Qu'est-ce que tu crois, toi? Ouais, mais ils sont pas faits pour se mettre en short l'été, tes mollets, toi. La technique, la technique, c'est des grandes chaussettes. Si tu veux, je te donne l'astuce. Je t'envoie un lien juste après pour que tu puisses commander avec le code pas de mollet 30. Et, Mollet 30. C'est pour ça que tu mets des chaussettes moches, c'est pour masquer tes mollets. alors, l'histoire des chaussettes moches, c'est assez drôle. C'est June qui m'en avait offert à Noël. Elle avait fait un cadeau, tout D'accord. ça. Et je me dis, ah bah tiens, c'est pas mal, c'est original. Et comme j'aime bien mettre des trucs vraiment laids, mais vraiment laids, pour faire chier tout le monde, quoi. Pour que tout le monde dise, ah, mais c'est affreux ce que tu mets, tout ça, nanana. Je me dis, bah tiens, je vais en acheter quelques paires, parce que je sais pas comment c'est toi, mais moi, les chaussettes, ça s'use assez vite. Oui. Et bref, je vais m'acheter quelques paires. Et en fait, ces chaussettes-là, je vais pas citer la marque pour pas faire de mauvaise pub, mais elles sont assez pourries, parce que elles ont pas tenu 6 mois, elles sont toutes trouées, quoi. Franchement, c'est de la camelote, quoi. C'est vraiment de la Mais daube. June, elle t'a fait un cadeau de merde, June. Non, mais bon, c'était marrant tout ça, mais c'est vrai que moi qui suis souvent pieds nus ou tu vois l'hiver, bah, je suis en chaussettes chez moi, quoi. Et bah putain, elle s'use hyper vite, hyper vite. Après, je transpire aussi beaucoup entre courir, la muscu, bref, je marche pas mal aussi. Et mais en fait, putain, elles ont rien tenu du tout. Donc j'ai racheté des chaussettes classiques et donc là, je suis en train de fumer toutes mes chaussettes colorées. Et après, bah, j'aurai plus de belles photos à faire, voilà, pour m'attirer les foudres du grand public. Les foudres des anti-Oka. Ouais, des anti-Oka. Non, mais bon, c'est toujours pareil. Encore une fois, quand t'es lourd, bah, je pense que c'est bien d'avoir mieux vaut trop d'amorti que pas assez, quoi. Tu vois, mieux vaut trop Non, mais de prévention que de guérison, quoi. c'est sûr. Après, c'est toujours pareil. Quand tu cours vraiment beaucoup, parce que tu vois, j'en avais beaucoup discuté avec Alix, là, qui m'avait conseillé sur Bien les sûr. chaussures. Euh, Quand tu cours beaucoup, lui m'avait conseillé de varier le plus possible les paires de chaussures. Eh Donc ben, moi, évidemment, bien sûr. j'en ai deux et je varie et c'est vrai qu'elles ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques. Mais bon, je fais deux footings par semaine. Des fois, j'en ai eu fait trois, mais en général, quand j'en fais trois, il y en a un peu long, un d'une trentaine de minutes et un d'une vingtaine de minutes. Donc c'est pas non plus démentiel. Mais et de tourner. Mais après, c'est sûr que quand tu fais vraiment beaucoup de courses à pied, tu fais une dizaine de footings, enfin une dizaine de sorties dans ta semaine. Bon, ben là, au niveau des changements, t'as des chaussures pour courir vite, des chaussures pour tes petits footings, des chaussures pour amortir quand tu vas vraiment faire des trucs un peu intenses. Enfin, là, c'est intéressant d'avoir plusieurs cordes à ton arc entre guillemets. Mais pour des mecs comme nous, je pense que une ou deux paires de godasses, ça suffit pour courir deux fois par semaine. C'est encore Bien suffisant. sûr, non, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais là, je me suis racheté, entre guillemets, une paire pour varier justement un peu dans cette optique-là, avoir une paire, que je me dis que j'allais me remettre à faire des fractionnés peut-être une fois par semaine, vu que l'hiver Mm. arrive et que je vais faire moins de kayak. Et puis, je vais garder mes Oka actuels pour les footings, tu vois, voilà, ça amortit bien. Tu sais, Ouais. quand je vais accélérer, j'aime bien des godasses un peu plus dynamiques parce que c'est vrai que là, l'amorti, même s'il n'y a pas beaucoup de drop, je sens que c'est mou, quoi. Je sens que ça Ouais. amortit, que ça rebondit pas. Je sens que mon pied, alors après, je marche beaucoup pieds nus aussi chez moi, donc ça va, mais sur mon tapis, tout ça, quand je fais mes petites Ouais, il pauses, travaille pas le pied. voilà, là, quand tu as des godasses qui amortissent comme ça, ton pied, je sens qu'il est moins dynamique que quand je courais avec mes Altra drop zéro. Mais les Mm. Altra drop zéro, si je cours tout le temps avec, bah, j'ai les mollets démontés, quoi. Ouais, bah oui, c'est ça. Il faudrait que tu fasses. Des rotations de chaussures. Il faut que je consomme. Exact, bah, ouais, c'est ça, exactement. Puis ça coûte cher, les pergolas, ils se font pas chier sur les prix. Ouais, mais maintenant, c'est devenu hors de prix. Maintenant, allez, t'as des promos des fois, mais sinon, c'est 150 balles, quoi. Putain, 150 balles. Et t'as pas de carbone en plus à ce prix-là. Et t'as pas de carbone, c'est ce que j'allais dire, 150 balles, c'est l'entrée de gamme, parce que si tu mets des plaques carbone ou quoi, ça monte vite à 250, 300 euros. Tout ça pour courir à 10 ou 12 km/h. Quelle honte. Bah, disons que voilà, si tu veux, pour moi,
quand t'as un physique de facochère et que tu sais pas courir, si tu veux, si t'as des plaques carbone, t'as juste l'air d'un facochère avec des plaques carbone. Si tu veux. Donc ça a pas d'intérêt. Ah, je sais pas si tu te souviens, au lac d'Annecy, il y a beaucoup de gars qui font du vélo et t'as souvent beaucoup de facochères avec des vélos très chers. Ouais, j'avais vu un gars une fois, putain, un gars qui fait du crossfit, il m'avait trop fait rire. Il avait un vélo de merde, il était en vacances, et c'est un gars qui s'entraînait bien. Il avait une story, il dit, ouais, j'ai vu un gars, il avait un vélo Shimano, etc., toute la panoplie et tout. Du coup, je lui ai fait la chasse, je lui ai posé une mine et tout, et en fait, il était tout content parce qu'avec son vélo pourri, il avait déposé un gars qui était Bah, full bien équipé, sûr. comme pour 15 000 euros de matos, et ça l'avait fait mourir de rire, en fait. Bah, bien sûr, bien sûr. Ah, et donc, comme on a dit, hein, on le dit souvent, mais aujourd'hui, tu peux acheter les apparences de l'athlète, alors qu'avant, tu devais mériter, entre guillemets, Mm. ton maillot d'équipe de France ou ton sweat de l'équipe de Bah oui. France. Voilà, maintenant, tu peux les acheter. On a vu avec les jeux, là. J'avais plein de pubs, Ah ouais. le coq sportif, des trucs hors de prix. Tu pouvais t'habiller comme les gens de l'équipe de France. Ça a aucun sens. Ah ouais, ouais, mais c'est Si tu clair. le Bah, tiens, mérites pas, bah, tu le mérites pas, c'est tout. Tu l'as pas. et j'étais au village olympique, au village olympique, au Club France, donc j'étais allé à la boutique, j'avais regardé un petit peu, et bon, j'ai juste pris une petite peluche des jeux pour ma filleule pour lui offrir, tu vois, mais sinon voilà. Et t'avais des trucs, tu pouvais acheter tu sais, le survêt uniquement pour les remises de récompense, juste le pantalon, c'était 180 euros. Ah, tu l'as acheté pour dormir, j'espère. Bah, non, bien sûr, oui, oui, pour m'en servir de bonnet de nuit. Je l'ai coupé en morceaux et je m'en suis fait un bonnet de nuit. Putain, mais Ah, là, t'en as des et, bonnets de nuit, hein. et là, j'ai vu des promos, ils sont à moins 70% tous ces trucs-là parce que du coup, bah, ils veulent écouler les stocks. Donc, c'est moins Ouais, 70% mais sur les attends, trucs. ça enlève quand même 100 balles, donc tu vas peut-être l'avoir à 50, 60 balles. Ouais, Bah, tu seras bien mais de toute avec. façon, Tu pourras dire que tu as fait les Jeux Olympiques. ouais, bah oui, c'est ça, exactement. Mais il faut que Catégorie pétanque. il faut que j'achète ma médaille de finisher parce que j'ai vu qu'il y avait des mecs, tu sais, les gens qui ont fait le marathon, Ah oui, qui j'ai vu qu'ils revendaient, vendaient j'ai leur vu. médaille. J'ai vu. Ils vendent leur médaille et j'ai même vu des mecs qui faisaient des reproductions de la médaille. Exceptionnel. Et j'ai vu un truc aussi pour toi. Si jamais, vu que tu te fais un peu critiquer, vu tes allures de course, Ah putain, tu vas attendre, je vais le dire à ta place. Les gens qui courent à ta place sur Strava, exactement, on va envoyer ça la semaine dernière. je l'ai vu il y a 3 4 semaines, j'étais mort de rire. Et en fait, alors, vous pouvez payer pour que il y ait quelqu'un qui aille courir à votre place avec votre compte Strava, comme ça vous fait des stats sur Strava. Vous pouvez crâner au bureau le lendemain en disant j'ai couru comme ça. Et plus le mec il court vite, plus c'est cher. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Bah, j'allais te proposer mes services pour ton compte, pour courir 1 ou 2 kilomètres heure au-dessus et te dire, bah tiens, comme ça, tu auras moins de Oui. critiques. Et est-ce que tu veux que pour tes photos de chaussettes, je te prête mes mollets pour que ça ressemble à Ce quelque serait chose? énorme, franchement, ce serait exceptionnel. Ouais, tu sais, on fera un petit montage avec maintenant, tu peux faire des super trucs et ce serait énorme. Ce serait Ouais. énorme. Non, mais c'est là que tu vois qu'on vit quand même dans un. Alors peut-être que nous, avec tout ce qu'on dit sur la performance, la progression et tout, on a un rôle néfaste là-dedans, mais il y a des gens qui veulent être ce qu'ils ne sont pas en fait, et c'est terrible. Il n'y a pas de honte à pas courir à 15 à l'heure, mais pourquoi tu veux faire croire aux gens que tu cours à 15 à l'heure sur Strava et que tu y vas 3 fois par semaine alors qu'en fait tu es sur Netflix? Je comprends pas en fait. Bah, pour se faire mousser au boulot, enfin. Ouais. Ah bah c'est sûr que quand tu as fait ton footing à 15 à l'heure et que c'est quelqu'un qui l'a fait à ta place, non, je suis pas fatigué et tout. Mais le jour où tu vas courir À avec tes 120 collègues, pulses, à 120 pulses, le type en plus. T'es ouais, tranquille, hein. le jour où tu vas courir avec tes collègues et qu'au bout de 2 kilomètres tu buffles et que t'es à moitié mort, tu fais comment? Tu buffles, Oh, j'aime je mieux me ce sens pas bien. Ouais, j'ai fait une indigestion, c'est le croissant du ce matin. Bon, allez, j'ai une autre question que je voulais te poser. C'est une question de Megan Listar sur les forums euh, super physique. Euh, il a un problème de positionnement donc au bench. Quand je suis sous la barre, même allongé sur le banc avant de déraquer, je n'arrive même pas à sentir mes fessiers. J'arrive néanmoins à faire un peu de leg drive, mais j'ai perdu en stabilité. Avez-vous des pistes que je pourrais explorer? Donc le type, en fait, pour résumer rapidement, il était depuis des années sur les formes super physiques, et puis entre-temps, bah, il a eu un deuxième gamin, déménagement, donc il s'est un peu arrêté tout ça. Et là, il reprend, et puis en fait, il se met développé couché, puis il n'arrive plus à se positionner, en fait. Ça lui tire partout, il n'arrive pas à contracter ses fessiers, tu vois, à cambrer. Ça doit sans doute lui tirer un peu dans les quads. Quelles sont les solutions, docteur Clément? Euh, alors, il y a plusieurs choses. Est-ce qu'il a vraiment perdu en mobilité? Parce que c'est possible. S'il a eu un arrêt pendant longtemps, etc., qu'il est un petit peu perdu en mobilité et que du coup, il arrive plus forcément à retrouver son positionnement d'avant, ça c'est possible.
Euh, Après, globalement, le leg drive, c'est beaucoup surcoté entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui disent je sens pas mon leg drive, j'arrive pas à avoir un leg drive, etc., etc. Et souvent le leg drive, il est un petit peu incompris, c'est juste un genre de tension continue que vous exercez. Donc si vous avez un petit peu de pression dans vos pieds sur l'avant de la chaussure, comme si vous vouliez vous faire glisser sur le banc vers l'arrière, ben ça suffit. Mais c'est pas la peine d'avoir une tension de fou euh, qui euh, qui fait que vous décolliez les fesses, etc. L'idée, c'est juste d'avoir une petite tension pour que l'intégralité de votre corps soit en tension du coup. Et Combien là, tu peux gagner avec un leg drive, un bon leg drive? ouais, j'en sais rien. Honnêtement, je pense que juste avec l'appui des parce qu'après le leg drive, ça veut tout dire et rien dire. C'est selon ta technique aussi. C'est-à-dire qu'au bench, en gros, il y a deux techniques. C'est soit vous faites ce qu'on appelle un soft touch, donc vous venez juste poser la barre délicatement sur votre poitrine, vous marquez la pose et vous poussez. Soit vous faites ce qu'on appelle un sink, un enfoncement, donc vous laissez la barre s'enfoncer dans votre poitrine pendant la pose et ensuite vous rebalancez tout un petit peu comme une catapulte. Quelqu'un qui fait du sink, donc l'enfoncement, en général, il va avoir besoin d'un leg drive un peu plus puissant, un peu plus efficient pour sortir du trou, en fait, pour sortir de là et catapulter la barre. Euh, et là, ça va nécessiter un timing un petit peu dans le leg drive. Alors que quelqu'un qui fait du soft touch, il aura juste besoin de créer une petite tension entre les pieds et les épaules et ça suffira amplement. Et ça va pas le faire gagner plus, ça va lui faire vraiment gagner de la stabilité. Il va peut-être gagner 5%, mais pas beaucoup plus. Alors que quelqu'un qui fait du sink, s'il a pas du tout les jambes et pas du tout l'utilisation du leg drive, il va perdre beaucoup plus. De manière générale, pour les pratiquants de musculation, puisque là on s'adresse quand même essentiellement à des pratiquants de musculation, je pense que le sink a assez peu d'intérêt parce que il y a moins de tension musculaire, vous jouez un petit peu plus sur un côté balistique, utilisation de l'élan, etc. Donc c'est moins intéressant en termes de développement de la masse musculaire. Il vaut mieux aller sur quelque chose d'un peu plus type soft touch et rester en tension permanente. Euh, Après, l'astuce pour bien ressentir le leg drive, ça va être juste de sortir la barre avec les fesses levées, d'accord? Et de venir poser les fesses délicatement, mais sans bouger les pieds. Souvent, ce qui se passe, c'est que les gens sortent la barre, ils posent leurs fesses, et ensuite ils bougent complètement leurs pieds. Donc en faisant ça, ils ont perdu toute la tension qu'ils avaient. L'idée, c'est vous mettez vos pieds dans la position où ils vont être pour votre développé couché. Vous levez les fesses, vous sortez la barre avec les fesses levées, vous venez poser délicatement les fesses sur le banc en gardant la tension et sans bouger les pieds. Et alors, si vous n'arrivez pas à le faire, c'est que vos pieds sont trop proches. Si vous n'avez pas cette tension, c'est que vos pieds étaient trop loin. Et vous ajustez un petit peu la position de vos pieds d'un placement à l'autre, l'idée étant de trouver le bon positionnement pour vous. Et en faisant ça, normalement, vous aurez naturellement un leg drive que vous n'aurez pas besoin de forcer. Donc ça, c'est l'astuce. Et après, le leg drive, c'est quand même surcoté dans le sens où, pour moi, il vaut mieux se focaliser sur beaucoup d'air dans la cage thoracique, le sternum bien haut, les omoplates rétractées, pour être le plus stable possible sur la partie du haut du corps. Et le leg drive, il vient seulement après. Donc, concentrez-vous sur votre leg drive que si vous êtes vraiment très, très au point sur une grosse inspiration dans la cage thoracique pour avoir un maximum de stabilité à cet endroit-là. Parce que si vous imaginez, vous construisez une maison sur un marécage, vous construisez une maison sur un sol dur, bah, ce sera pas du tout la même chose. Et bien, la cage thoracique, il faut qu'elle soit pleine d'air et vraiment la plus gainée, la plus rigide possible, avec le sternum bien haut et les côtes ouvertes au maximum pour être le plus rigide possible et le plus stable possible pour votre développé couché. Sur le forum, je lui avais répondu que c'était peut-être un problème de souplesse au niveau des fléchisseurs de hanches. Est-ce que toi, tu as déjà vu ça aussi? Ce qui pouvait l'empêcher, entre guillemets, d'avoir un leg drive? Ou t'as pas vu ça? Mmh, Pour moi, c'est parce que même si tu es très raide au niveau des fléchisseurs de hanches, alors à moins d'être vraiment très très raide ou d'être très petit avec des tout petits tibias, par exemple, j'ai une athlète qui est très petite, qui fait moins d'1,50 m et elle a du mal à avoir les pieds qui touchent le sol. Donc elle a besoin effectivement d'avoir beaucoup de souplesse et elle, c'est un peu mécanique. Mais en dehors d'exceptions comme ça, même si vous êtes très raide des fléchisseurs, à partir du moment où vous arrivez à poser les pieds, bah, si vous faites ce que j'ai dit avec le bon positionnement des pieds et le fait de pas bouger les pieds après votre sortie de barre, normalement, vous aurez forcément de la tension. Donc, je pense pas que ça puisse venir des fléchisseurs. Alors après, par contre, le fait d'avoir des fléchisseurs qui soient raides, ça peut venir
entraîner des petites tensions dans le bas du dos, en lombaire, parce que ça vient se répercuter forcément, comme vous n'avez pas beaucoup de mobilité et de capacité d'étirement au niveau des fléchisseurs, ça vient un petit peu se répercuter à l'étage supérieur. Ça, c'est possible. Donc, effectivement, améliorer la souplesse de vos fléchisseurs, ça peut être intéressant, mais c'est pas ça qui donnera un meilleur leg drive. Par contre, ça vous permettra de mieux le tolérer, en fait. Eh ben, ça me paraît bien. Merci de ces éclaircissements, docteur Clément. On, Docteur on- Bench. ouais, on aimerait bien Dr Bench, mais bon, vu que tu vas faire 175, je peux pas t'appeler Dr Bench. Ah non, quand même, respecte-moi. Non, honnêtement, et là, on est le 18 septembre. Je pense faire plus de 185 à la compétition au championnat de France. Bon, tu t'es engagé devant des millions de personnes, tu le sais. Des milliards de personnes. Toute la Chine nous écoute. Bref, voilà. On arrive au bout de l'épisode. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un bon moment dans notre compagnie, que vous avez appris certaines choses et que ça vous donnera des pistes de réflexion pour vous améliorer. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir dans la partie commentaires, soit sur SoundCloud, soit sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec celui-ci, ça se passe sur les forums Superphysique, www.superphysique.org. Sur ce, on se retrouve dès la semaine prochaine avec les nouvelles aventures du petit Fabrice. Je sais pas ce qu'il nous réserve à chaque fois, c'est le grand bêtisier. donc, c'est la surprise. C'est la surprise. Il y aura peut-être des questions du forum. J'ai hâte d'entendre ça. Bah oui, moi aussi, je sais jamais ce qui va se passer, mais bon, c'est la surprise. Je prépare à chaque fois des questions, des sujets que je souhaite aborder, et puis souvent, Tu n'abordes pas. et souvent, je les aborde pas et j'attends que June soit là, parce que là, on fait vraiment que des questions du forum, ou presque. Donc voilà. Bon, bref. Sur ce, on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut à tous. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui, ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.